Moi aussi, j'associe mes remerciements à ceux de Marcel pour Michael Yankou qui nous reçoit ce soir, mais également la présidente de l'université et bien sûr le maire adjoint et mon collègue Sébastien Cotte. Et j'associe également Vincent Duclerc qui n'est pas là mais qui a joué un rôle déterminant, et Annie Cassot aussi. Alors, il me revient de parler, par la suite de Marcel Cabanela, d'un exemple d'engagement au sein de la société française, l'engagement de Jean Carbonard, et je pourrais dire le couple Carbonard, Jean et Marguerite Carbonard, parce qu'ils ont vraiment œuvré ensemble. Pour eux, le devoir d'agir était constitutif de leur vie, véritablement. Ils sont tous les deux attachés au respect des peuples, des individus, et c'est ce qui a conduit Jean Carbonard en Algérie avant l'indépendance et après l'indépendance. Et puis ensuite, Jean Carbonard est allé au Sénégal pour aider au développement agricole. Et c'est au Sénégal qu'il a rencontré justement des personnes qui ont été un peu évoquées, c'est-à-dire des exilés Tutsis au milieu des années 70. Et ils ont découvert à ce moment-là la tragédie des Tutsis du Rwanda, qui avaient été obligés de partir. Je ne reprends pas ce qu'a dit fort brillamment et avec beaucoup d'intensité mon collègue et ami Marcel Cabanela. Et à leur retour en France, Jean et Marguerite Carbonard ont souhaité faire connaître la situation des Tutsis du Rwanda, exilés ou non d'ailleurs, face à l'oppression qu'ils commençaient à vivre et aux tortures et aux massacres que beaucoup ont vécu depuis au moins 1963, sinon plus tôt. Et c'est bien là qu'on peut voir le processus génocidaire qu'évoquait Marcel il y a un instant. Donc pour Jean Carbonard, le devoir d'agir est très important et il passe par l'information. Agir, c'est d'abord informer. Informer les Français, et c'est ce qu'il va s'attacher à faire. Enfin, je dis alternativement, ils vont, parce qu'encore une fois, ils sont deux. À partir de 1988-89, donc avant l'attaque du FPR de 90, et je pense notamment à une lettre de Marguerite Carbonard à François Mitterrand en 89, dans laquelle elle explique très bien que la question ethnique n'est pas recevable, qu'il n'y a pas d'affrontement ethnique, on vous l'a expliqué, qu'il y a des Hutus démocrates qui défendent les Tutsis et qui sont également massacrés, et qui demandent que la France cesse de soutenir le régime dictatorial, raciste, qui est présidé par Juvénal Habyarimana en 89. Et donc ils vont continuer par la suite à dénoncer, à faire connaître, alors auprès des autorités politiques, je parlais de Mitterrand, mais des ministres, des députés, etc., auprès de la société civile, d'associations multiples, notamment une association de leur commune de Dieu-le-Fit dans la Drôme, qui va jouer un rôle, qui va être un peu une plaque tournante de la connaissance, de la diffusion de ce drame en train de se nouer, en organisant des conférences que Jean Carbonard prononce lui-même, qu'un des Rwandais Tutsis du Sénégal, Ézéchias Rwabouilly, va aussi prononcer sur place, en informant la presse, qui reste muette au début des années 90. Je ne vais pas trop m'étendre dessus sur cet aspect-là parce que le temps passe, mais il y a vraiment une action très importante qui tombe véritablement dans le silence pendant plusieurs années. Et il va y avoir un tournant
ce que je voudrais dire aussi, ajouter, c'est qu'il va y avoir des associations plus... Enfin, il va y avoir un élargissement des échos, des relais, et notamment l'association Survie, qui défend, qui critique la France-Afrique, et donc Jean Carbonard va devenir président en 1988, il le restera jusqu'en 1995, et qui va essayer de jouer un rôle. Il va aussi toucher le Comité français pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie au Rwanda, une autre association dont il est le président pour la France, mais également au Conseil de l'Europe, le centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, le Forum de Lisbonne, qui cherche aussi à aider, à participer au développement, donc au dialogue Nord-Sud, mais aussi au développement, et pose la question de l'aide apportée à la situation des Tutsis au Rwanda. Donc il y a un certain nombre de moyens de diffusion, mais qui restent véritablement sans écho. Je cite un exemple, enfin sans écho, je voulais vous citer tout de même une lettre de Jean Carbonard en octobre 90, donc 15 jours après le début de l'attaque du RPF et l'appel de Habyarimana à François Mitterrand et le début de l'opération militaire Norrois, Jean Carbonard insiste sur le fait que je cite, notre pays soutient militairement et financièrement ce régime qu'il a qualifié de raciste, etc. Et il apporte également tout un dossier de preuves, de massacres, de viols, d'incendies, de pillages, pour montrer que toutes ces preuves qu'il apporte montrent que le régime français est trop aveuglé et se trompe en soutenant militairement et financièrement le régime d'Habyarimana. Et ce genre d'alerte, ce devoir d'alerter qui habite totalement Jean Carbonard, reste sans réponse. Sans réponse également du côté du ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque est Roland Dumas, auquel il dit à peu près la même chose en 90, en 91, en 92. Même chose aux députés, qui sont parfois qui ont une oreille un peu plus attentive, et je cite par exemple Jean-Michel Bélanger, mais malheureusement sans beaucoup d'efficacité. Et ça, en janvier 93, il va y avoir un tournant dans les alertes et dans peut-être l'attention des Français, mais sans véritable conséquence là où il faudrait qu'il y en ait, c'est-à-dire au sommet de l'État. En janvier 93, Jean Carbonard est contacté pour faire partie d'une commission d'enquête organisée par la Fédération internationale des droits de l'homme. On lui demande en tant que président de l'association Survie, et il part avec des personnes de 8 nationalités différentes, 15 jours au Rwanda, pour justement enquêter sur ces massacres qui ont lieu. Et il part ce qu'il écrit dans ses correspondances, ou même dans le livre de ses mémoires, qu'il partait en pensant qu'il allait sauver la veuve et l'orphelin, donc expliquer au pouvoir, aux autorités municipales, etc., que c'était pas bien ce qu'il faisait, qu'il fallait être un peu plus gentil. Enfin, je caricature un tout petit peu, mais il découvre, lui et l'ensemble de ses collègues de la commission, l'ampleur des massacres. Mais des fosses communes, on voit, il y a un petit témoignage au journal télévision de France 2 le 28 janvier 93, quelques jours après son retour, qui est très intéressant, qu'on peut voir sur le site de l'INA sans problème. Il y a quelques minutes où on voit quelques scènes filmées de cette enquête. Le bourgmestre, les enquêteurs demandent d'aller à un endroit où ils ont appris qu'il y avait une fosse commune chez le bourgmestre. Le bourgmestre fait l'innocent en disant mais non, enfin pas du tout, alors allons-y. Et on les voit en train de déterrer des corps
une femme avait expliqué à Jean Carbonard qu'elle avait, ses fils avaient disparu et étaient enterrés là, et le bourgmestre et tout le village autour prennent un air étonné en disant bah, ça on ne savait pas du tout, enfin bon c'est assez horrible. Enfin, il y a quelques scènes filmées qui sont très, très bouleversantes, et en un peu plus de 4 minutes, Jean Carbonard est interviewé par Bruno Mazur. Et il explique vraiment tout le processus génocidaire, la systématisation, la programmation, il parle des viols, il parle des massacres, et vraiment tout y est. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, très prenant. Il parle de crimes de l'humanité, de crimes contre l'humanité. Il utilise aussi, bien sûr, le terme de génocide. Et le devoir d'agir qui habite Jean Carbonard, il essaie de le transmettre aux téléspectateurs et à Bruno Mazur en disant nous pouvons faire quelque chose, la France peut faire quelque chose, vous, Bruno Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Et il le dit avec, si vous regardez ce petit passage, avec beaucoup d'émotion, il a la voix qui s'étrangle parce qu'il y a toutes les images qu'il a vues. Donc c'est pour ça que je vous parlais de son départ pour l'enquête avec un peu d'appréhension, mais pas tant que ça, par rapport à l'ampleur du génocide en train de se préparer et de se faire. Et quelques jours plus tard, il est reçu. Alors il envoie une lettre au ministre des Affaires étrangères, qui est Claude Chesson à l'époque, au ministre de la Coopération, qui est Marcel Debarge, au chef de l'état-major particulier de François Mitterrand, au chef de l'état-major de l'armée, donc à son retour, lettre qui est restée sans réponse. Et il est reçu par le conseiller Afrique de François Mitterrand, qui le reçoit avec une désinvolture épouvantable. Il ne l'écoute pas, c'est Marguerite Carbonard qui me l'a raconté, il a les pieds sur la table, les pieds qui cachent le visage, qui empêchent Jean Carbonard et le conseiller de se voir, et vraiment un manque de respect. Et le résultat de cela, de cet entretien, c'est que Bruno Delay, le conseiller diplomatique, conseiller Afrique, dans une note, évoque quand même quelques exactions malheureuses. Voilà le bilan, les conclusions de Jean Carbonard. Enfin, les conclusions, pardon, de l'Élysée au propos de Jean Carbonard. Alors, donc on peut voir que les réactions sont quand même très, très négatives, mais en même temps, Jean Carbonard ne se lasse pas, il continue à alerter. Toute l'année 93, l'année 94, il essaie de remuer ses terres, il ne retourne pas tout de suite au Rwanda, je n'ai pas le temps de tout développer, mais il rencontre des gens, et je voudrais citer, en mai 94, pendant le génocide, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry écrit un article dans le Figaro après avoir interviewé Jean Carbonard. Le titre de l'article, c'était en juin, pardon, le 17 juin. Le titre de l'article, c'est « L'Élysée savait ». Oui, l'Élysée savait par Jean Carbonard et par beaucoup d'autres, parce qu'il y avait tout de même des lanceurs d'alerte aussi. Et Jean Carbonard, qui ne pesait pas ses mots, disait ce qu'il avait à dire, a accusé François Mitterrand d'association de malfaiteurs, en disant ceci, quand on sait et qu'on ne dit rien, tout en continuant à soutenir un système qui pratique l'élimination systématique de ses opposants, on est forcément complice. J'accuse aujourd'hui le président Mitterrand d'être coupable, au minimum, d'association de malfaiteurs. Quel est le résultat de cet article, quand même assez important et dérangeant, pourrait-on dire? Alors effectivement, on bouge un petit peu à l'Élysée. François Mitterrand doit faire un discours à l'UNESCO le lendemain, et donc sa cellule, Hubert Védrine, le secrétaire général et d'autres, disent est-ce que vous voulez qu'on prépare quelque chose? Bon, alors évidemment, le discours est préparé, et dans le discours, évidemment, il y a une ébauche, une vague réponse à l'article de Patrick de Saint-Exupéry, dans lequel, cette réponse, c'est en substance, il
faut pas croire ce qu'il y a dans la presse dit n'importe quoi. Voilà, bien. Voilà. Mais pour Jean Carbonard, le devoir d'agir, c'est pas simplement le devoir d'alerter avant et pendant le génocide, c'est aussi le devoir de reconstruire. Et quand, en août 93, il y a eu les accords d'Arusha entre les deux parties, comme d'autres, il a cru que ça allait aboutir véritablement à un changement. Et dès ce moment-là, il essaie de consulter l'ONU, notamment par l'intermédiaire du PAM, du Programme alimentaire mondial à Rome, pour essayer d'avoir des crédits, comme il en avait eu pour le Sénégal et auparavant encore pour l'Algérie, pour pouvoir aider à la reconstruction du pays. En août 93, les choses auraient pu se mettre en place. Il avait des contacts au Rwanda. Il est allé dans le fief, pourrait-on dire, du FPR dans le nord du Rwanda en décembre 93, avec l'espoir que les choses bougent. Bon, après, la suite, vous la connaissez, on vous l'a rappelé, et je vous ai évoqué aussi le génocide. Mais après le génocide, même chose. En août 94, il reprend contact avec les Rwandais qu'il connaît, qui sont évidemment d'abord ses amis connus au Sénégal, mais aussi d'autres membres du RPF. Et le président Bizimungu, le président du Rwanda, lui écrit pour lui demander justement de mettre en œuvre le projet qu'il avait un an plus tôt. Et donc il va créer un organisme qui s'appelle l'Agence rwandaise pour le développement et la coopération, donc qui est organisé par Jean Carbonard et par des Rwandais, et notamment la femme de celui qui n'est pas encore le président de la République, Jeannette Kagame. Le but, c'est à une petite échelle, de reconstruire des villages. Donc on commence vraiment petitement à construire des fours pour fabriquer des briques et les faire cuire, et après construire un village. Et donc il y a plusieurs villages qui sont construits dans la région de Kigali, de la capitale, avec une très grande efficacité, et cette reconstruction est faite essentiellement par des rescapés, mais pas uniquement. Il y a aussi des Hutus qui participent à cette reconstruction. Ce qui n'est pas forcément bien vu, parce que le devoir d'agir, comme le devoir d'alerter, et le fait d'alerter et le fait d'agir a un coût. Et la même coût, c'est au U accent circonflexe T. Et ce coût, je voudrais l'évoquer à travers la mémoire que l'on a donnée de Jean Carbonard. Alors, une mémoire négative, si je puis dire, si je m'attache à la chronologie, en historienne que je suis, avec des propos diffamatoires qui sont tenus, écrits, diffusés et lus et crus par un certain nombre de journalistes. Et notamment Stephen Smith, un journaliste qui était d'abord à Libération et qui, dès 1994, d'ailleurs même 1993, dès la commission d'enquête de la FIDH, critique le fait que les enquêteurs ont passé beaucoup plus de temps du côté pour montrer les massacres qui sont faits contre les Tutsis, et qu'ils sont passés très rapidement sur les massacres des Hutus, dont ils se sont complètement moqués. Donc la commission et les conclusions sont biaisées. Il reprend d'autres, beaucoup plus tard, en 2004, il fait un autre article sur lequel, tout aussi diffamatoire, en disant que Jean Carbonard s'est mis au service de la présidence rwandaise, en s'appuyant sur l'agence dont je vous ai parlé il y a un instant. Bon, donc, aider à la reconstruction fait qu'on est à la disposition de la présidence, fait qu'on est, c'est vite fait, un conseiller du président, et même qu'on est un ami proche du président Kagame, enfin qui n'était pas encore président, mais qui, c'est pas grave, il le deviendra, et on est un proche du président, qui pourtant a très peu d'amis. Bon, donc là on a un développement, une amplification du mensonge qui est repris et avec beaucoup plus d'effets
violemment négatif, destructeur pour Jean Carbonard, c'est le livre que Pierre Péan, le journaliste Pierre Péan a écrit et qui est paru un an plus tard, en 2005, Blanc menteur et noir tueur. Déjà le titre en soi est très évocateur. Alors il y a un chapitre, enfin il démolit tous les lanceurs d'alerte, si je puis dire. Il démolit l'historien des Grands Lacs en un chapitre, Jean-Pierre Chrétien, qui a dénoncé cette lecture ethniciste de la population rwandaise et sur laquelle s'est appuyée toute la politique de la France et notamment de l'Élysée. Tout un chapitre sur Jean Carbonard. Alors, en bon journaliste, Pierre Péan assure qu'il a fait des enquêtes très précises depuis la naissance de Jean Carbonard jusqu'à 2004, en expliquant que c'est un menteur, c'est un blanc menteur, qu'il a tout inventé de sa vie, de sa carrière, de ses principes moraux, de son éthique, etc. Et que, même chose, il reprend et amplifié les propos de proches conseillers du président Kagame, etc. Et il y a beaucoup plus d'écho parce que Pierre Péan est quand même plus connu et son livre a eu un franc succès, davantage que les articles de Stephen Smith. Et alors, Jean Carbonard a cherché à se défendre. Il comptait faire un procès à Pierre Péan par l'intermédiaire de l'avocat de la FIDH, Jean-Jacques de Félix, qui a finalement renoncé parce qu'il était sûr qu'il perdrait le procès. Donc il n'a rien fait, il a essayé de se défendre en répondant donc à ces deux journalistes, en répondant à ses proches, parce que beaucoup de ses proches ont été très ébranlés par les propos propos diffamatoires qu'ils ont fini par croire, mais tout de même, la mémoire positive est tout de même importante. Donc Jean Carbonard a eu des soutiens et une reconnaissance. Je donnerai juste quelques exemples pour ne pas vous prendre trop de temps. Des exemples de personnalités que vous connaissez. Jean Lacouture, par exemple, qui connaissait un tout petit peu, mais qui lui a écrit une lettre en 2004 en lui disant que vraiment il avait joué un rôle très important, donc ce devoir d'alerter et d'agir a été très important, et qu'il regrettait de ne pas avoir mesuré l'importance de François Mitterrand, enfin, l'importance de la France dans la faillite de la politique à l'égard du Rwanda, et que si c'était à refaire, il referait autrement son chapitre de la biographie de Mitterrand sur ce point. Il est aussi, non pas réhabilité, mais salué par Michel Rocard, qui, lorsqu'il était député européen et président de la Commission de développement et de coopération du Parlement européen, s'est rendu au Rwanda je n'ai plus oublié l'année, 97, et qui, par le truchement de Jean Carbonard, a pu rencontrer le président Bizimungu, et dans son compte-rendu salue aussi le rôle de Jean Carbonard. Je citerai aussi, surtout dans cet institut, le pasteur Maury, pour citer un protestant qui est le président d'honneur de la CIMAD, qui, dans la réforme, un numéro de la réforme, après la parution du livre de Pierre Péan, écrit ceci: « Je ne peux accepter que cet homme généreux soit mis au pilori comme il l'est, de manière acharnée, dans le pamphlet de Pierre Péan. » Et puis, reconnaissance également par les Rwandais. Et le président Kagame a remis à titre posthume à Jean Carbonard en 2010 la médaille de la campagne contre le génocide, la médaille Umurinzi, qui lui a été remise par l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Rwanda en France, donc Adieu le Fi, donc de la commune de Jean Carbonard. Et puis, j'ajouterai également, encore une fois, et je fais le lien avec Ibuka France, en 2013, a été érigé sur la place de deux justes de Dieu le Fi,
donc un drame particulièrement important en juin 1994, je n'ai pas le temps de développer, et à côté, à la demande d'Ipouca France et de son président, une stèle, une plaque en l'honneur de Jean Carbonard. Jean Ibouka se souvient de toi. Voilà, je terminerai avant de m'arrêter sur le titre du livre que Jean Carbonard a écrit. Il voulait l'appeler « L'homme qui remettait les hommes debout », en racontant son rôle, son action en Algérie, au Sénégal, au Rwanda. Et son épouse Marguerite n'aimait pas ce titre, et en lisant la Bible, qui était leur lecture, une lecture très, très fréquente du couple, tombe sur ces quelques mots « ensemble se remettre debout ». Il trouvait que c'était quand même beaucoup plus adapté au rôle du couple et de ce qu'il voulait passer, et c'est le titre de son livre. Voilà ce que je voulais vous dire sur le devoir d'agir par rapport au génocide contre les Tutsis du Rwanda. Merci beaucoup Madame Morel. Notre dernière conférencière avant de passer au mot de conclusion, Madame Annie Cassot, docteur en études théâtrales, professeure agrégée à l'Université Paul Valéry de Montpellier.